Et arrive 1667, qui est peut-être la dernière partie du fort, puisque la fonction défensive est moins importante. Alors, qu'est-ce qui va arriver de ce fort à partir de ce moment-là? En 1667, le fort commence à se faire vieux, mais on a quand même une belle enceinte qui est utilisable. Évidemment, il est moins fréquenté, on est davantage à l'extérieur. Il est toujours présent pour un lieu de refuge éventuellement, mais sa vocation change et c'est à ce moment-là que on croit qu'une forge va être érigée. Donc, la vocation du fort va avoir changé et devient un lieu de production ou un lieu d'expérimentation, tout au moins, avec les activités de métallurgie. Et on investit de manière relativement importante dans cette activité-là parce qu'évidemment, on a besoin davantage de développer une certaine autonomie par rapport à la métropole. C'est pas clair à quel point on a produit des objets de métal ici, mais il y avait très clairement une volonté de développer ces industries-là de manière de plus en plus autonome. Donc ça commence vers la fin des années 1660, selon ce que l'archéologie nous apprend. Oui, et j'avais lu aussi que ce fort allait accueillir à ce moment-là quelques militaires, des commerçants aussi qui étaient de passage. Il sert même de prison. Donc, la vocation change complètement. Tout à fait. Parce qu'il s'agit quand même d'une enceinte qui a été l'objet d'un très grand investissement en temps et en ressources dans sa construction. Donc, on tend à le maintenir productif d'un ensemble de façons. Les militaires vont loger là, il va servir de prison et il va servir éventuellement d'industrie aussi avec l'établissement d'une forge. Et quelques années avant, en 1663, la Société de Notre-Dame de Montréal, dont on parlait tout à l'heure, a été incapable de continuer à soutenir financièrement la petite colonie. Qui devient propriétaire à ce moment-là? C'est le sieur Hector de Calière, le gouverneur de Montréal, qui a succédé à Maisonneuve, qui va se porter acquéreur de la pointe et va investir énormément sur l'aménagement du terrain. J'ai parlé tantôt de l'épais remblai qu'il va faire établir pour rehausser le niveau du sol, minimiser les inondations, et va en faire sa résidence. Et on a trouvé des toute petite partie de son manoir, des fondations de son manoir, visibles sur le site du fort de Ville-Marie encore aujourd'hui. Alors, 1701, à l'été, Montréal, qui comptait au début de la colonie, enfin en 1642, à peu près 49 personnes qui sont arrivées ici, compte maintenant 1300 personnes. Donc, les choses vont bien. Ils ont été capables de survivre à certaines maladies, de se nourrir, d'être plus autonomes, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a une date extrêmement importante durant cet été-là, c'est le 4 août 1701. Que s'est-il passé à ce moment-là? Le 4 août 1701, c'est un grand moment dans notre histoire qui est une histoire qui est compliquée, qu'on ne veut pas ou qu'on tente de ne pas simplifier. Il est clair que le 4 août 1701, un grand événement s'est produit, un grand événement dans l'histoire diplomatique, je dirais, mondiale. C'est dans notre propre cours, on le voit de très proche, mais c'est de la très grande diplomatie multilatérale. Il s'agit de la Grande Paix de Montréal. La Grande Paix de Montréal a amené des chefs de nations et leur cour, on pourrait dire, c'était de la royauté amérindienne qui s'est retrouvée à Montréal, d'aussi loin que les plaines, d'aussi loin que le Midwest américain, d'aussi loin que le golfe du Saint-Laurent. Des chefs et de la royauté, des membres de la noblesse amérindienne se sont retrouvés ici à Montréal pour rencontrer les membres de la noblesse française et signer chacun de leurs signatures et de leurs symboles
représentant leur propre groupe, incluant les Français et tous ces groupes amérindiens-là, qui, d'une certaine façon, se sont retrouvés et se sont traités, peut-être dans une des rares fois de l'histoire, se sont traités d'égal à égal, se sont regardés dans les yeux et se sont serrés les mains et ont apposé leur signature sur un document qui garantissait la non-agression des groupes envers les autres. Donc c'est un très grand événement de diplomatie d'ampleur mondiale parce qu'elle impliquait des gens d'outre-Atlantique et des gens d'une grande partie du continent nord-américain. Moment historique. Absolument. Alors, les gens qui iront à Pointe-à-Callieres fouler leurs pieds sur le lieu même de la Fondation de Montréal le 17 mai 1742, avant de voir le musée, vont passer par l'égout collecteur. Écoutez, l'émotion que l'on ressent d'être dans cet égout-là, parlez-nous-en un petit peu. À l'inception du projet, il y a beaucoup de gens qui disaient « c'est un égout ». Comment est-ce qu'on va rendre un égout intéressant? C'est quand même quelque chose, un égout, c'est quelque chose qu'on cache. C'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est quelque chose qui fait sortir les immondices de nos vies. Et donc, c'est un défi, d'emblée, c'est un défi de rendre une structure qui a cette vocation de cacher, d'évacuer, de la rendre intéressante. Mais c'est un coup de chapeau qui a été fait par Pointe-à-Callieres et Moment Factory qui a réalisé, disons, la mise en scène à l'intérieur de l'égout collecteur parce que c'est une expérience encore qui est presque magique. C'est un autre endroit où je vais seul un peu avant l'ouverture du musée et c'est presque un moment de recueillement. Il faut se rappeler que l'égout collecteur, qui a été construit dans sa partie ouest en 1832-1834 et la partie est qu'on visite actuellement à partir de 1838, c'était un ouvrage de génie civil absolument extraordinaire au 19e siècle. C'était le premier égout collecteur de Montréal et il faut voir comment il a été construit, il faut voir la taille des pierres, des moellons qui composent le pied droit. C'est massif, c'est monumental. Pour un ouvrage qu'on tend à cacher, il y avait énormément de travail là-dedans. Et tout à force de poulies, à force de levier, à force de bras d'homme, à force de force de cheval, des choses comme ça. C'est absolument phénoménal. Donc, on lui redonne une vocation, on le visite, on remonte le courant, ni plus ni moins. Ça a été construit sur le nid de la petite rivière Saint-Pierre. Mm-hmm. L'égout a été fonctionnel jusqu'en 1989, Ouais. a été remblayé, mais pour que l'eau ne rentre plus, j'imagine qu'il doit y avoir tout un système derrière ça. Oui, c'est un défi technique de redonner au collecteur une vocation qui n'est pas celle d'un égout. Parce que, effectivement, le collecteur a été construit sur le lit de la petite rivière et l'eau tend à suivre son cours, comme on le sait, et la rivière veut reprendre ses droits. Et donc, on est toujours très près de la nappe phréatique, on est toujours très près de l'écoulement de l'eau. Donc, il y a tout un système de pompe en place. Puis on va découvrir au fil du temps quel sera l'impact des fontes, par exemple, des grandes crues printanières, des choses comme ça. Mais il y a eu un travail de design, d'architecture et d'ingénierie dans la mise en place et la mise en valeur de l'égout collecteur qui a été extrêmement bien pensé, très, très élaboré. Donc, le travail qui a été fait par Pointe-à-Callieres et ses partenaires pour mettre en place cette mise en valeur-là a été un travail phénoménal aussi. Pensez-vous qu'un jour, nous pourrons aller au bout de cet égout collecteur? Parce que là, on ne peut marcher que pour la moitié de cet égout. Même beaucoup moins que la moitié en réalité, parce que l'égout se rend jusqu'à la rue McGill, donc peut-être 300 mètres plus loin que où est-ce qu'on peut se rendre en ce moment. On marche dans l'égout sur environ 120 mètres en ce moment. Donc on pourrait ajouter quelques 300 mètres. Et c'est notre ambition de rendre le collecteur accessible jusqu'à la rue McGill, jusqu'à un autre beau projet de Pointe-à-Callieres qui a eu lieu cet été. C'était les fouilles du premier Parlement du Canada uni, 1849, 1844, 1849. Et du marché Sainte-Anne. Ça aussi, c'est un immeuble très important dans l'histoire de Montréal qu'on tend à oublier
Et c'est un immeuble environ 100 mètres de longueur, un immeuble absolument monumental, le plus grand à Montréal, un des plus grands dans le nord-est américain à l'époque, et qui a été construit en tirant profit de la construction de l'égouts collecteurs et le remblaiement de la vallée de la petite rivière Saint-Pierre. Donc, en faisant ça, on s'est ramassé avec un surplus d'espace dans le tissu urbain qui devenait de plus en plus engorgé d'immeubles, de gens, et on a pris avantage de ce nouvel espace-là, en plein cœur de la jeune ville de Montréal, pour construire cet immeuble monumental-là. On voudrait éventuellement mettre en valeur ces ruines-là, qui sont absolument uniques, très belles, des fondations de 5 mètres de profond. On pourrait emprunter l'égout collecteur depuis le musée Pointe-à-Calière, arrêter au Fort de Ville-Marie, reprendre l'égout collecteur et se rendre jusqu'au premier Parlement du Canada. J'incite maintenant les gens à aller à Pointe-à-Calière, vivre une expérience extraordinaire que d'être sur les vestiges même de la Fondation de Montréal. Hendrik van Gisegem, chargé de projet à Pointe-à-Calière, je vous remercie infiniment pour ce rappel historique. Ça m'a fait plaisir.